Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci aussi de votre fidélité. Encore une fois, nous vous souhaitons une excellente année 2020 avec Métropole. Notre invité ce matin, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, professeur Nismi Maniga, qui est actuellement président du comité de gouvernance et éthique du Partenariat mondial pour l'éducation, que l'on accueille, comme chaque fois d'ailleurs, avec plaisir. Bonne année, Nismi, bienvenue. Bonne année, Wendell. Et comme c'est une émission en début d'année, donc c'est aussi pour moi l'occasion, l'opportunité de saluer les internautes, les auditrices, les auditeurs qui écoutent cette émission, et l'occasion de leur souhaiter à tous que ce soit une année où ils puissent réaliser leurs rêves. Je ne sais pas si vous allez trouver cette question dérangeante. On vous a élu 2 fois président du comité de gouvernance et éthique. Sur quelle base et pourquoi? Alors que l'on sait que quand on parle d'éducation et on parle d'Haïti, l'éducation en Haïti, écoute, on n'est pas une référence. Bon, je crois qu'effectivement, ce sont des élections qui portent sur les profils individuels. Je pense que ce ne sont pas les pays qu'on vote. Ce n'est pas Haïti qui occupe cette position. C'est le citoyen. Je pense que j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai pu côtoyer un certain nombre de partenaires internationaux, parce que le Partenariat mondial pour l'éducation, son conseil d'administration, avec 20 institutions qui ont été élues aussi pour être à ce conseil d'administration, c'est quand même 70 pays, c'est quand même une trentaine de bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux, dont certains sont en Haïti, la Banque mondiale, l'UNESCO, l'USAID, et l'UNICEF, ainsi de suite. Et aussi un certain nombre d'organisations de la société civile mondiale au niveau de l'éducation, de l'international de l'éducation. Donc, ils ont pu suivre un peu mes différents plaidoyers en faveur de l'école publique, en faveur de la non-marchandisation de l'école, les efforts qu'il y a lieu de faire au niveau des réformes, pas seulement en Haïti, de différents pays. Et puis, je pense que les gens voient quand il y a une certaine passion, un certain sens de responsabilité à faire de l'impact. Est-ce qu'on peut commencer par le plaidoyer international de novembre que vous avez fait? Effectivement. Ça portait sur quoi? Effectivement, au mois de novembre dernier, j'ai écrit un papier qui a largement circulé au niveau des instances internationales et qui a été publié dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol et en français, où je plaidais la cause de la continuité éducative à travers le monde, spécialement en Haïti. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de crises qui affectent plusieurs pays, plusieurs régions dans le monde, et où nous intervenons, les territoires occupés, la Palestine, la Syrie, le Yémen, le Tchad, le Soudan, ainsi de suite. Il y a un certain nombre de crises internationales, Haïti. Et c'était pour moi l'occasion de rappeler dans cet article combien il était important de ne pas rompre la chaîne éducative et combien il était important de rappeler non seulement la Convention des droits de l'enfant, mais de rappeler effectivement plusieurs engagements dont les instances internationales ont pris, qui font aujourd'hui de l'éducation un des 4 piliers, même en situation d'urgence. Et c'était le prétexte pour moi de soulever le cas d'Haïti et de dire que c'était important pour les acteurs politiques, pour les acteurs de la société civile, de comprendre à la fois l'importance du sujet qu'est la mission éducative, mais en même temps de profiter de cette crise pour adresser les problèmes de fond de la société et les problèmes de fond de l'éducation. Parce qu'effectivement, je pense que c'est ce dont on va discuter aussi. Au fait, l'école aujourd'hui, particulièrement dans beaucoup de pays, y compris en Haïti, quand il y a des blocages qui empêchent au système scolaire de fonctionner, l'école peut être prise à la fois comme victime, autrement dit, l'école subit les troubles sociopolitiques, mais l'école aussi est acteur et responsable de l'incapacité de beaucoup de pays à produire des modèles sociaux justes, égalitaires, équitables. Là, vous faites allusion au système.
Le système éducatif qui serait responsable de ce qui se passe ou encore le système aurait une certaine responsabilité dans la formation de ceux qui entravent le bon fonctionnement de l'école à proprement parler. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Absolument, absolument. Et je vais faire référence à deux auteurs qui m'ont beaucoup inspiré durant toute ma carrière, et pas seulement de ma carrière de professeur-chercheur, mais dans ma carrière en général. C'est de sociologue et historien par moment et psychopédagogue. C'est Philippe Mérieux et Marc Giraud. Qui a écrit un livre qui a fait sensation à l'époque, c'est L'école ou la guerre civile. Je pense qu'on en est en plein dans cette réflexion, l'école ou la guerre civile. Autrement dit, tant que l'école continue d'être en même temps un lieu de transmission de savoir, mais en même temps un lieu de production ou de reproduction des inégalités sociales, des comportements qui ne sont pas des comportements démocratiques, des comportements où la société, ou différentes sociétés aujourd'hui, vivent des crises profondes d'égoïsme, d'une incapacité à communiquer autre que par la violence, où des citoyens vivent avec toujours d'esprit clanique, ou dans un certain passéisme xénophobe et nationaliste extrême et religieux extrême, où on n'est pas capable justement de s'asseoir et de construire une société démocratique. Quand l'école n'arrive pas justement à être une école de fabrique de la citoyenneté, l'école ne répond pas à sa mission. Et l'école risque d'être victime justement de cette incapacité à être un acteur qui produit un modèle social plus juste. Et ce qu'on a vu ailleurs ou ce qu'on a vu en Haïti, il ne faut pas rester à la surface. Je pense que l'école a été victime, mais victime aussi de son incapacité à aider la société à s'organiser différemment, une société plus juste, plus équitable. À qui peut-on imputer la responsabilité si l'école va mal? Je pense que l'école, la société doit revoir son contrat avec l'école. Je pense que l'école aujourd'hui, c'est un bien public. Mais avant d'être un bien public, je dirais que c'est un bien collectif. Autrement dit, c'est un pari que la société fait dans la capacité d'une institution à créer un modèle de citoyen, créer un modèle d'organisation sociale, non seulement de par les matières que l'école enseigne, mais aussi de par la façon, les types de pédagogie. Parce que le maître, il enseigne non seulement ce qu'il a appris, mais il enseigne ce qu'il est. Et je crois que qui est responsable, je pense que c'est une grosse question que la société doit se poser aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement un problème que l'école manque de financement, c'est une question d'une vision. Quelle est la mission qu'on a posée? Donc nous devons comprendre si tout va mal aujourd'hui, il ne faut pas pointer du doigt les membres de l'opposition qui appellent souvent à la mobilisation. Parce que si tout allait bien, l'appel pouvait être lancé, mais sans grand résultat. Mais ça m'étonne déjà que la société ne se soit pas déjà soulevée, mobilisée, motivée pour qu'on parle d'une autre école. Je pense que la société, il y a très clair, cette société traditionnelle, injuste, incapable de produire un rêve social. Et ça, on en parle souvent. Et j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai essayé de mettre sur la table dans les mains de tous les écoliers, les élèves, les étudiants du pays, gouverneur de la Rosée. Pour moi, c'est un livre, il y a des fondamentaux. Notre incapacité à nous dépasser pour construire, pour co-construire, pour être co-acteurs dans l'espace où nous vivons, eh bien, c'est une question aussi, cette incapacité à réussir l'intelligence collective. Je pense que c'est ce qu'il faut revoir. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de problème. Parce que je dis souvent, des fois, on se tue à bien résoudre le mauvais problème. Certes, l'école peut reprendre demain matin, aujourd'hui. Certes, on peut terminer l'année scolaire avec, peut-être, on a déjà raté 50 jours sur les 189. J'espère qu'on pourra finir l'année scolaire, pas seulement en réaménageant le calendrier, on en parlera, mais en réaménageant le programme véritable, donc les réformes qu'il faut véritablement. Je pense que ce sont des symptômes. Qu'on n'ait pas pu, que l'opposition ait demandé à un moment donné et la fermeture des établissements scolaires, que certains réclament le départ du président de la République, que la société marche mal, je pense qu'il y a un malaise profond.
Et ce sont des symptômes qui arrivent. Donc, dans le plaidoyer que j'ai fait en novembre dernier, qui a circulé dans beaucoup de milieux, où j'ai appelé effectivement à la reprise des activités scolaires, mais ce n'était pas que la reprise pour la reprise. Je pense que c'est vrai, à tout moment, les enfants sont mieux protégés dans des espaces qui sont... L'école, c'est un lieu pour protéger les enfants, pour assurer leur protection, leur développement et psychosocial. C'est un lieu, effectivement, c'est un espace d'apprentissage de certaines matières. Mais plus que ça, de la citoyenneté, de la responsabilité, et d'être en lien avec son histoire, sa culture, et pour pouvoir être utile à la société. Cette école ne marche pas. Et toutes les réformes que certains ministres ont commencé bien avant moi, dont le ministre Bernard, que j'ai tenté de poursuivre et pour lesquelles j'ai pris certaines décisions, je pense que c'est cette école héritée de la France coloniale. Cette école qui consacre l'échec scolaire par énormément de redoublements, d'abandon scolaire. Est-il normal aujourd'hui, et je le redis sur ce plateau, je l'ai dit plusieurs fois, est-il normal aujourd'hui qu'après 6 premières années de scolarité, que 33% des enfants aient déjà abandonné l'école? Au nom de quoi? Quel psychopédagogue peut convaincre que les Haïtiens ne sont pas suffisamment intelligents pour que les enfants redoublent en première année fondamentale, redoublent en deuxième année fondamentale, apprennent le sentiment de l'échec à 6 ans, à 7 ans? Quelle est cette école qui forme ces citoyens à l'échec? Pourquoi, effectivement, toute cette différenciation entre différents modèles d'école? Je pense que la grande fabrique des inégalités commence aussi à l'école. Et ceux qui pensent qu'il y a plusieurs écoles en Haïti? Évidemment, il y a plusieurs écoles en Haïti. Écoutez, quand j'ai, en 2015, lancé le mouvement du Pacte national pour l'éducation, qui n'est pas mon idée, je pense que ça a été construit, ça a été discuté, débattu dans beaucoup de commissions, dont le groupe qui a travaillé sur l'éducation et de la formation, et depuis les années 2010 en particulier, après les tremblements de terre, et qui a proposé effectivement que la société revoie son contrat avec l'école. Quand j'ai lancé ce mouvement et que j'ai réuni à l'hôtel Marriott pratiquement tous les candidats à la présidence, là je parle de 2015, on allait aux élections, pratiquement tous les candidats ont été rencontrés, le candidat Jovenel Moïse en particulier, et quand 3 mois plus tard, tous ont signé ce pacte pour l'éducation, je regrette que le président Jovenel Moïse, candidat à l'époque, qui avait signé ce pacte, ne l'ait pas honoré. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il a oublié? Ah ben, il faudrait lui poser la question. Je lui repose la question aujourd'hui sur ce plateau, d'honorer ce pacte. On s'est dit que ce n'est pas logique qu'Haïti, un pays aussi pauvre, fasse de telle façon que les parents les pauvres parents, portent le fardeau de l'éducation des enfants, donc le fardeau de payer les enseignants, et de payer pour la formation des enseignants et le développement professionnel des enseignants à 80%. Et l'État ne met que 20% de ce budget. Ce n'est pas logique qu'Haïti dépense sur 4 millions d'enfants à scolariser uniquement $100 par tête. Nos voisins en dépensent 800, 900, le Costa Rica 2000 et Cuba aussi. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Même avec le peu de moyens, comment est-ce qu'on peut allouer davantage de ressources pour reconstruire le socle de la société? Et reconstruire veut dire pas seulement plus de financement, mais mieux d'argent. Et tout le monde avait signé à l'époque, je reviens sur le sujet, pour que Haïti dépense au moins 8% de son BIP dans l'éducation, ce qui voudrait dire quelque part autour de 30% de son budget de l'éducation. Ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui quand on est redescendu autour de 17-18% du budget. Et ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui, je le redis, je l'ai dit sur ce plateau, à l'occasion de l'ouverture ratée de l'année scolaire 2019, j'ai dit que ce n'était pas logique qu'Haïti dépense presque autant dans certaines rubriques de son budget que pour l'éducation. Haïti dépense, le budget du ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, c'est environ 19 milliards de gouttes, entre 200 millions et 300 millions de dollars américains. C'est exactement ce que le budget du pays alloue au poste d'intervention publique, qui sert un peu à tout. Et finalement, à rien. Ben, il faut voir les résultats aujourd'hui. Donc, le même budget qui va pour, et aujourd'hui, scolariser 4 millions d'enfants, c'est le même qui va imposer l'intervention publique. C'est le même budget qui va aussi pour la subvention de l'EDH. Donc, on a beaucoup de dépenses où on ne prend pas le temps
de s'attaquer à l'essentiel, parce que, avant que vous nous posiez la prochaine question, tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti est normal. Normal dans le sens où on ne peut pas avoir un autre type de parlement que le parlement qu'on a aujourd'hui. On ne peut pas avoir une autre société que la société qu'on a aujourd'hui. Alors que l'on parle aujourd'hui de refonte du système politique haïtien, vous pensez que normalement on devrait penser à une refonte du système éducatif, ou encore le système est à repenser, et pour le repenser, il faudrait inévitablement passer par l'éducation? Je ne sais pas la peine de remonter à la Grèce antique pour voir comment les philosophes ont conçu la cité, et avec les profils des citoyens, l'organisation de la cité, de la société. Mais il n'y a aucun moyen d'avoir un nouveau pays sans des citoyens qui s'approprient et qui comprennent le sens de la responsabilité, qui soient capables de participer réellement à la chose publique. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Je pense que, et j'ai écrit un papier qui est sorti aussi l'année dernière pour dire que la seule façon de changer durablement le système, bien sûr, on peut changer de président, on peut changer de premier ministre, on peut changer de parlement, c'est pas compliqué, on peut mettre tout le monde dans les rues, demain matin un président saute. Je pense que on l'a fait, on peut continuer à le faire, mais si on veut s'attaquer véritablement à cette société traditionnelle, injuste, incapable de donner des opportunités aux jeunes de ce pays, parce que la moitié de la population actuellement a moins de 21 ans. Le groupe de 15 à 24 ans, le socle du capital humain de ce pays, le stock du capital humain de ce pays aujourd'hui est pratiquement en dehors des bancs de l'école, ou apprend un métier qui n'existe plus ou qui n'existera pas. Je pense que quand un pays est en panne de rêve, est en panne d'avenir, c'est d'abord, quand j'ai écrit justement qu'il faut revoir, on est dans une espèce de bogue de l'an 2020, par opposition au bogue de l'an 2000, c'est qu'il faut revoir ce logiciel. Et ce logiciel, c'est l'éducation. Peut-être on va revenir là-dessus, parce que c'est pourquoi je vous ai appelé récemment, pour savoir est-ce que l'on devait s'attendre à des problèmes majeurs, heureusement, qui n'avaient pas existé, contrairement à ce que l'on pensait en l'an 2000. Mais on pourra revenir là-dessus sur le bug, sur ce nouveau bug en question. Mais dites-nous, Nesmi Maniga, 3-4 mois, les enfants sont restés chez eux, sans pouvoir se rendre à l'école. Est-ce que nous devons, par exemple, nous dire que, OK, s'ils pouvaient, par exemple, se mettre à l'abri de tout ce qui se passait, tout ce qu'on disait dehors, OK, ce serait bien, mais c'est comme si ça ne valait même pas la peine qu'ils allaient à l'école, parce qu'il n'y a pas une école véritablement pour les petits. Bon, je suis partagé par ce sentiment, effectivement, mais il est très clair que j'ai appelé de tous mes voeux à la continuité de la mission éducative de la société. Mais c'est quelle mission? Ou bien que les classes fonctionnent, les enfants arrivent... Mais il n'y a pas d'apprentissage. Mais il n'y a pas d'apprentissage. Mais c'est le cas. Quand sur chaque 100%... le pacte de l'éducation, c'était pour avoir... Venant de la bouche d'un expert comme vous, ça devrait, par exemple, porter à réflexion, donner lieu à des réflexions profondes sur l'éducation en Haïti. Mais évidemment, c'est une grande fabrique des inégalités, c'est une perte d'argent et de temps pour beaucoup de parents. Quand un pays, sur chaque 100 enfants qui rentrent à l'école, combien terminent? Combien détiennent un diplôme utile? Combien? Est-ce que les parents qui envoient leurs enfants à l'étranger ont fait le meilleur choix, pour ne pas dire le bon choix, tout simplement? Bon, je ne vais pas continuer à encourager. Je préfère qu'on se batte pour le pacte de l'éducation. Pas pour qu'on n'ait plus de financement, pour continuer à financer ce même modèle, qu'on continue à faire des réformes courageuses au niveau de l'éducation. Parce qu'on peut continuer à tourner autour du pot. Moi, écoutez, c'est très clair que cette société qui ne fonctionne pas, et pour lesquelles les manifestations sont les crimes de sang qu'on voit, les manifestations sont les crimes financiers qu'on voit, et toutes sortes de choses qui ne marchent pas. Je pense qu'il faut, à un moment donné... Donc si tout va mal, c'est le résultat d'une mauvaise école qu'on a eue en Haïti. Je pense que c'est un empoisonnement réciproque. Quand la société ne prend pas le temps, le soin de s'occuper de son école, de mettre les moyens qu'il faut, d'encourager ceux qui ont fait le choix d'enseigner
d'être dans un dispositif de développement professionnel qui continue à se former avec une obligation de résultat, c'est normal qu'on ait ce résultat. Je pense que, et par ailleurs, puisque l'école n'est pas au cœur de dispositif, je veux dire, et pour sublimer les meilleures valeurs du citoyen et à l'intérieur du pays, il est tout à fait normal qu'effectivement l'école le rende bien à cette société. Finalement, c'est un empoisonnement réciproque. Vous allez nous aider à comprendre. Vous parlez tantôt de l'école comme une sorte d'héritage colonial. Comment vous expliquez le fait que certaines écoles, je dirais françaises, donnent de bons résultats, entre guillemets, puisque c'est l'avenir qui nous dira si effectivement les résultats sont bons ou mauvais, alors que les autres écoles, qui sont des écoles de l'État, donnent toujours de mauvais résultats. Si l'on procède par comparaison, les écoles, par exemple, des frères de l'instruction chrétienne, le Centre Altibert Pomera, pour ne citer que ces écoles-là, donnent toujours de bons résultats, entre guillemets, alors que les autres écoles ont toujours du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous expliquer tout cela et comment s'en sortir également? Je vais faire une analogie. Vous avez 2 hôpitaux. Il y a un hôpital pour lequel vous avez 10 patients sur 10 lits, et vous avez un autre hôpital pour lequel vous avez 100 patients sur 10 lits, qui occupe 10 lits. Le premier hôpital qui a réussi avec ces 10 patients avait aussi 100 patients. Sauf que cette école, cet hôpital ne s'est pas embarrassé. Parce qu'en sachant effectivement que tout ce qu'ils peuvent faire, et surtout les cas, pratiquement les cas cliniques, jugés cliniques difficiles ou perdus, ce bon hôpital ne le reçoit pas. Les cas compliqués, difficiles, ce bon hôpital se débarrasse de certains patients difficiles à soigner, difficiles à traiter et qui ont toutes sortes d'autres troubles. On garde les meilleurs patients qui ont les meilleures chances de réussite parce qu'ils ont déjà les meilleurs types de résistance. À la fin de la journée, vous voyez 10 patients en train de sortir de l'hôpital. Un autre hôpital qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui prend le temps de s'occuper de tout ce qui arrive. Mais bien sûr, il y a des morts. Bien sûr, ça ne marche pas. Je ne sais pas lequel est le meilleur hôpital. Ce que je veux dire par là, il n'y a aucun mérite pour une école. J'ai fait partie de ces écoles congréganistes et tout le reste. J'étais de ces écoles aussi. Je pense qu'il n'y a aucun mérite nécessairement pour une école, et d'ailleurs c'est l'entonnoir, où on commence avec 100 enfants, où on ne prend pas le temps, la patience, la pédagogie pour faire que de telle sorte que ces 100 enfants, à travers, terminent leur parcours scolaire, réussissent. Vous réussissez, 10% de ces enfants arrivent en terminale, 10%, c'est 100% des résultats. On est d'accord. C'est facile à faire, c'est pas compliqué à faire. Il y a un mérite pour le faire, je suis d'accord, en faisant ce tri. Tout ce qui redouble pour différentes raisons, ou qui abandonne pour différentes raisons, laisse la maison. On garde les bons, entre guillemets, ceux pour lesquels, chez eux déjà, il y a un environnement intelligent, parce qu'il y a bibliothèque, parce que leurs parents parlent déjà les 2 langues officielles du pays, parce qu'ils sont dans un environnement économique qui protège ces enfants. C'est ça la fabrique des inégalités. Ces enfants réussissent, cette école est une bonne école. Et la grande masse, dans des écoles avec pas beaucoup de moyens, qui des fois font davantage d'efforts, mais qui donnent sur ces 100 enfants, ils en arrivent 50, 20 échouent, 10 échouent. Bah, je pense que c'est pas, on mesure difficile. Je pense que c'est pas une bonne mesure de qu'est-ce qu'une bonne école, qu'est-ce qu'une mauvaise école. Une bonne école, c'est une école qui arrive à assurer le succès de tous ceux qui rentrent depuis le préscolaire jusqu'au parcours que l'enfant aura choisi. Ce n'est pas à la fin qu'on analyse au niveau du baccalauréat combien on réussit, ce n'est pas un indicateur de réussite de l'école. Je regrette de le dire, je l'ai essayé de le dire plusieurs fois, c'est la capacité du pays à s'assurer que sur chaque 100 enfants qui rentrent, il n'y a pas que 3 qui terminent l'école, 3 sur 100 qui terminent l'école sans redoublement, sans abandon et qui arrivent à faire le cycle parfait, bravo, et tout le reste
qui restent en dehors de l'école parce qu'on a mis des barrières insensées, 4 examens officiels qui ne valaient pas grand-chose, des examens, des redoublements à l'entrée qui ne mesurent pas les compétences cognitives réelles de base, savoir lire, comprendre ce qu'on lit, savoir compter, donc les compétences, la logique, le discernement, donc c'est les mathématiques, la numératie, la capacité à comprendre ce qu'on lit et à continuer à apprendre dans sa langue maternelle pour démarrer, parce que le pays a 2 langues officielles, mais on a une seule langue maternelle, qui est le créole. Et à ce moment-là, on peut être dans l'alternance linguistique, dans l'aménagement linguistique, qui permet de progresser avec la seconde langue officielle et toutes les autres langues étrangères qu'on apprendrait. Est-ce que vous êtes en train de donner raison à ceux qui pensent que ce que certains gens pensent comme échec du baccalauréat ne l'est pas vraiment, n'est pas un échec, mais plutôt une réussite? Moi, je n'aime pas trop parler du bac, parce que je dis souvent que le baccalauréat haïtien, c'est l'autopsie, c'est quand c'est trop tard. C'est fini. Combien? Il n'y a que 10%, 10-15% qui accèdent au bac. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté pour faire la réforme du secondaire. On a modifié le curriculum du secondaire, pour des raisons qu'on peut discuter, parce que justement pour avoir cette école, cette nouvelle école réellement ouverte sur le monde, mais ancrée dans son milieu, où l'élève qui va au baccalauréat pour réussir, il n'est pas seulement obligé de réussir l'examen de littérature de la Gade Michard, il va réussir aussi et d'abord l'examen de littérature créole en ayant appris des textes créoles qui parlent de son environnement, qui lui permet de réfléchir et d'avoir une distance critique sur son propre milieu. C'est là une école qui atterrit. Ou avoir un cours obligatoire sur l'art, sur la culture, mais l'art haïtien aussi. C'est ça, cette réforme du curriculum du nouveau secondaire. Mais par contre, là où c'est bien plus important, et la réforme pour moi qui est davantage, qui porte davantage sur ce discours des blocages au niveau du pays, il commence au préscolaire. Le curriculum du préscolaire de 2015, qui malheureusement n'a pas été vulgarisé, on n'a pas pu former les enseignants parce qu'il n'y a pas eu de suivi à ce niveau-là. C'est là, les enfants entre 3 et 5 qui apprennent à jouer ensemble, à construire ensemble, à réfléchir ensemble. C'est à partir de là qu'on forme le citoyen qui va comprendre que seul, il ne peut pas réussir. Pour faire le jeu, c'est un jeu collectif. La citoyenneté, l'exercice du vivre ensemble, ça commence à ce niveau. Et ce sont ces compétences qui sont bien plus importantes que réussir un cours de chimie ou de physique. Parce que si on n'a pas eu cela, je pense que tout le reste ne suivra pas. Peu importe la science qu'on développe. Maintenant, pour, je ne sais pas, que doit-on faire et que peut-on faire? Je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Je pense qu'il est évident que le pays gère plusieurs stades en même temps. Et c'est là où pour répondre à la question. Et dans mon travail au niveau du Partenariat mondial pour l'éducation, nous avons l'habitude, nous avons une grille de lecture, et c'est un peu une grille de lecture de toutes les instances internationales, de labelliser les pays d'intervention selon leur niveau un peu de... on a une certaine météo. Il y a des pays qui vivent une situation d'urgence. Ensuite, il y a des pays qui vivent des situations de crise. Ensuite, il y a des pays qui vivent des situations de post-crise. Ensuite, il y a des pays catalogués normal. Dans quel stade ou à quel stade se retrouve effectivement Haïti? Est-on dans l'urgence? Est-on dans une crise? Est-on dans une situation de post-crise? La situation normale, on sait qu'on n'y est pas. Mais je dois vous dire que pour répondre précisément à la question, c'est que malheureusement, on a sédimenté les 4 phases. On vit une situation d'urgence. Quand il y a 4 niveaux d'urgence ou de symptômes quand un pays est catalogué un pays d'urgence. C'est l'insécurité alimentaire, quand les gens ne mangent pas à leur faim. L'incapacité à avoir un logement, quand les gens dorment dans la rue. Donc, ce sont les deuxièmes urgences. La troisième urgence, c'est quand les gens sont malades ou ont un accident, ils n'ont pas où aller se faire soigner. Donc, c'est la troisième urgence. Et depuis 2007, les instances internationales, après beaucoup de combats, ont consacré l'éducation comme le 4e pilier des urgences. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a quelque temps, j'avais écrit un papier justement en disant que Haïti, son école est comme dans un pays en état de guerre. Donc il y a une urgence éducative.
L'urgence, l'insécurité alimentaire, l'urgence, l'incapacité à se faire soigner, l'urgence, tous ces bâtis qu'on voit à Canaan, à Jalousie, tout ça, l'urgence du logement. On n'est pas encore en crise. Ce sont des choses pour lesquelles on devrait arrêter de fonctionner et se focaliser sur ces urgences. La santé, l'éducation, et l'alimentation et le logement. Ce sont des urgences. On n'est pas encore en crise. En plus d'être dans ces urgences, on gère maintenant la phase crise, qui est l'incapacité à faire marcher les institutions démocratiques du pays, la crise politique. On n'a pas de budget depuis quand? Il y a un Parlement qui s'en va. Donc on est dans une crise politique qui vient s'ajouter à ces urgences qu'on n'a pas encore pris le temps de résoudre. Et la crise sociale dont on parle, l'incapacité à dialoguer, l'incapacité... Ça, c'est l'autre crise, la crise politique, la crise sociale. Donc, sur le plan macro... On est dans une situation de post-crise aussi. Pourquoi je dis situation de post-crise? Il y a des crises qu'on n'a pas pris le temps de mettre sur la table. La crise post-2004. Je pense qu'on veut faire abstraction comme si rien ne s'était passé en 2004. Il y a beaucoup de gens qui avaient investi leurs émotions, leur temps, en faisant, en croyant faire une révolution et avec le gouvernement d'Aristide, qui ont été déçus qu'il n'ait pas pu terminer son mandat et qui ne peuvent pas vivre cette situation aujourd'hui. On n'a jamais eu un lieu pour débattre véritablement de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, pourquoi on ne revient pas là-dessus. Et le post-crise aussi, c'est les tremblements de terre. Je crois que quand un pays cumule les urgences, les crises non résolues, les situations de post-crise non résolues, je pense qu'il y a lieu de s'asseoir. C'est ce que j'essaie de dire au début de l'émission. On peut effectivement être en colère, se révolter pour tout ce qu'on sait qui ne fonctionne pas dans la société. Mais je crois que par où commencer, quoi faire, si c'était la question, je pense qu'il faut faire ce diagnostic. À un moment donné, ceux qui ont pris... Est-ce que le diagnostic n'est pas déjà fait? Mais ceux qui ont la responsabilité de gérer le pays, ils doivent être conscients de ceci et inspirés. Parce que vous venez de le faire, là, hein, en disant, voici, nous sommes en état d'urgence, les différentes crises, post-crise, donc c'est ça le tableau. Donc le diagnostic est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? A-t-on les moyens ou bien les capacités d'adresser ces problèmes? Oui, je pense... Je commence par celui qui a une des responsabilités les plus importantes, le chef de l'État. Je pense que je n'ai pas la prétention comment dire, je peux conseiller, je peux donner des opinions basées sur ma propre expérience. Et si j'avais à faire une recommandation aujourd'hui à ceux qui dirigent, et à la classe politique, opposition, pouvoir, en particulier le président de la République, je dirais que un rôle de chef d'État, peu importe quelle est la situation aujourd'hui, quand on se rend compte de ceci, on sait que seul on ne peut pas réussir. Impossible. Seul, avec ses propres idées, aussi géniales que puissent être ses idées, ça ne marchera pas, tant aussi longtemps qu'on n'a pas mobilisé le pays autour de ces grands défis. Le pays, pas son parti, pas sa famille politique, le pays autour de ceci. Et ça demande un discours, ça demande une capacité à inspirer. Et ça, le rôle de tout chef d'État, ministre et directeur général, même un chef de famille, ce n'est pas de réussir des projets, mais c'est d'inspirer le pays pour que le pays et les citoyens réussissent leurs propres projets. Et être capable d'inspirer tout ceci, c'est mettre tout cela sur la table, ces échecs, les admettre, avancer avec humilité. Et ceci vaut pour l'ensemble de la classe politique. La même chose pour cette société civile qui pratiquement n'a pas prise sur la réalité. Que ce soit le secteur privé, l'ensemble de la société civile. Parce que ça ne suffit pas d'être en colère, ça ne suffit pas de faire des diagnostics ou de dire que ça ne marche pas. Il faut être force de proposition, il faut proposer des choses et avoir des lieux de rencontre, de débat. Et je pense qu'on en parle. Et il faut dialoguer, mais tant qu'on n'a pas les vraies choses sur les tables avec des propositions concrètes, on n'ira pas très loin. On va observer la pause, professeur, et au retour, l'une des questions que j'aurais à vous poser vient d'un auditeur qui dit ceci, et je cite, « Toute cette dégradation scolaire n'a-t-elle pas commencé avec la réforme Bernard? La grande majorité des Haïtiens aujourd'hui ne parlent ni français ni créole, surtout si on écoute le créole parlé par les Haïtiens aujourd'hui. »
On pourra voir cette question après la pause. Absolument. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale, fait le point aujourd'hui sur les écoles, le fonctionnement des écoles en Haïti aujourd'hui. Merci de l'intérêt, à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. Merci de votre fidélité, de votre patience également. Nesmi Maniga est notre invité ce matin. Nous avons posé une question auditeur. Oui. L'auditeur a dit, est-ce que toute dégradation scolaire, ça, il va commencer avec la réforme Bernard? Selon auditeur, en pile fort haïtien, pas parler ni français ni créole, et si nous seulement attendons que j'ai à parler aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, comme je me dit, il me dit ce qui est important pour que la société ait contrôle gagnant avec l'école. Et c'est important parce que il y a une controverse idéologique, parce que l'école, c'est pas un bagage qui est neutre. L'école n'est pas innocent. L'école, d'ailleurs, son espace côté que, je dit, ou renforcer mémoire paysan, culture paysan. Donc, l'école pas neutre. Et là, l'école pas neutre. L'école pas innocent non plus. Il y a une controverse idéologique là-dedans, parce qu'il y a des gens qui pensent aux gens, il y a des gens qui sont très accrochés au modèle de l'école française coloniale, parce que notre tête pas aussi les mêmes qui réussissent. Même la France, tout, à l'époque, Jules Ferry a fait réforme qu'il a fait pour l'école là, pas dans les religieux encore, pour l'école, pas dans les groupes congréganistes, sur l'école laïque, pour l'école là, pas seulement l'école qui est basée à faire examen pour réussir en latin et en grec, pour ces Français qui viennent de langue l'école là, même d'abord où on a fait ce créole là, Jules Ferry a fait le tout au début des années 1900, il y a une pile controverse idéologique tout, il y a des gens qui disent ou pas qu'à retirer l'école là, non mais les jésuites, parce que c'est eux-mêmes qui étaient majoritairement congrégation ça qui était l'école en France non même, ou pas qu'à font l'école, qui ont qu'à oser font l'école pour c'est pas latin en latin pour mon faire examen, donc c'était d'ailleurs, nous avons dit monsieur c'est bon paquet menace tout, le t'a fait réforme tout le t'a fait pour la France. La France changeait le modèle de l'école ça. Ils font l'école dans la langue française la Cali. Ils font l'école, c'est pas seulement religieux qui conduit l'école là, l'école laïque, et l'école qui approfondit les matières scientifiques. Mais qui ça qu'on a de choisir là nous-mêmes parce que quand même la France fait réforme ça en 1900. Là ils ont chassé en pile, t'as dit, les congréganistes ils viennent pas gain place dans l'école française, ils viennent éparpillés à travers le monde, un peu viennent en Haïti. Ops. Ils ont fait œuvre qui vaille avec travail qui a été fait, j'ai été fait avec Concordat de Damé. Mais nous-mêmes, nous avons le même modèle là. Un modèle 13 années à l'école, un modèle réto-philo que la France qui était tombée, tout ça la France qui élimine en 1900, nous avons. Et comme c'est lui nous connaît, c'est lui bon, c'est lui le modèle parfait. Parce que nous avons 3% de monde, 4% de monde qui parlent français très bien, qui réussit baccalauréat très bien, après, il faut trier. Non pas qu'un examen, ils ont réussi. Et à ce moment-là, on a une université de l'État d'Haïti qui a accueilli 1000 personnes, 2000 personnes, tout le monde fait médecine, ainsi de suite. Et nous croyons que, on a parlé de groupe, ça, on a parlé de pays. Si c'est l'école, ça, d'accord, il réussit. Mais si nous 12 millions aujourd'hui, et que nous voulons 12 millions qui ont accès à la réussite sociale, qui passe par une réussite scolaire, c'est très clair que tant que la France, on fait l'école dans la langue maternelle. C'est vrai qu'il y a deux langues officielles. Mais respectez le patrimoine que nous avons en français. Et d'ailleurs, nous dit, nos processus d'alternance linguistique ou d'aménagement linguistique, tout petit haïtien qui a potentiel pour parler non seulement langue maternelle, il écrit très bien, potentiel pour parler et écrire deuxième langue officielle là, et apprendre langue étrangère. Tout le monde qui a potentiel ça. Oui. C'est qui j'ai organisé pour faire. Donc moi-même, je ne pense pas que c'est réforme Bernard là. C'est ça, je ne vais pas poser une question dans ce sens-là, et Nesmi Maniga. Et tout le langue pose problème pas, dépendamment de qui est-ce qui décide de juger. Quelqu'un qui dit que le français alors apprendre ni son langue que yo imposé nous en façon pour nous capable berner monde plus facilement. Et pendant un peu de temps même dans la radio c'est plus français que monde te parler. Jodi en créole là moun yo utile li bay moun certains droits ou certaines licences. Mais toujours est-il que il y a des problèmes qui posent là-dedans. Moi-même, par contre, je ne pas écrit créole bien. Ce n'est pas que je parle français bien, non, mais je ne pas écrit créole bien parce que je n'ai pas de temps. Passer dans l'école, Bernard l'a probablement parlé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que des deux côtés, nous avons un problème. Maintenant,
quel choix? La société doit faire débat. Moi-même, je pense que ce n'est pas une décision purement technocratique. C'est clair que le ministre Joseph Sebernard vient avec réforme. C'est très clair qu'en 2014, dans 12 mesures aspects, ça vient renforcer avec évaluation diagnostique en 4e année fondamentale. Depuis la 4e année fondamentale, et pas certificat, certificat, depuis la 4e année fondamentale, côté l'étape mesurée qui est mieux avancée dans le créole, dans le français tout, et dans les mathématiques. C'est là qui base. Ça pour nous comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas apprendre. Si vous ne comprenez pas ou pas lire pour comprendre ce que vous lire, ou pas apprendre mathématiques, ou pas apprendre physique, ou pas apprendre chimie, si vous apprenez une langue qu'on ne peut pas comprendre. Toute l'autre matière pour capable ou mémoriser, ou capable de faire distance critique pour faire partie analytique, voire prescriptive, ou tellement comprendre ou faire nuance concept, ou bien doit proposer solution par rapport à même si on comprend, ça veut dire que ou avez accès à lui. Et je dis, seul gens pour avoir accès à lui, ça m'en dit plus. Bien sûr, ça m'en dit matériel didactique. C'est que vous commencez dans la langue maternelle. Et c'est la seule façon pour apprendre français bien, parce que ça, vous ne pas comprendre aujourd'hui. Combien que tu as réussi? Alors, c'était ça. Nous avons l'école pour 10%, qui était parfait pour 10%. Mais l'on besoin de faire 12 millions de monde avancer, c'est logique. Japonais parle anglais tout. Chinois de plus en plus apprennent l'autre langue. Donc, l'on commence avec une langue pour comprendre. C'est le seul qui apprend le français. Parce qu'on comprend ce qu'on apprend en français. Ou on doit apprendre techniquement en français, on ne comprend pas ce qu'on apprend. D'ailleurs, combien de fois on a une bonne discussion avec plusieurs personnes, parce que nous phrase que nous ne comprenons l'autre gens. Donc, là, nous commençons avec la langue que nous comprenons. Et ça a commencé depuis le curriculum préscolaire. Là. Évaluation 4e année fondamentale, là, qui pas rejeter français, parce que c'est une évaluation en créole, en français, en mathématiques. Les compétences cognitives de base qu'on a soi. C'est là qu'on a fait science. C'est là qu'on a fait toute l'autre discipline qu'on a besoin de comprendre, en commençant par la langue maternelle. Ensuite, ou basculer en alternance par la langue officielle, deuxième langue officielle, là, et c'est là que nous sommes capables de performer dans toute l'autre discipline. Et son débat qui ont une bonne, j'aime dire là, il y a une charge idéologique là-dedans. Moi-même, et d'ailleurs, deuxième mesure qui parle de nouveau secondaire, là, pratiquement c'est ça lié. Parce que l'année dernière, 2019, là, c'est la première gros cohorte, 55 000 élèves haïtiens qui composaient pour la première fois dans la littérature créole. C'est très clair. Naturellement, je connais des gens qui reprochent ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas philosophique des nouveaux secondaires là. Mais pas bon gens pour parler d'environnement, si c'est pour un texte, François Sevrin-Bouli, sur biodiversité, ou auteurs haïtiens qui comprennent, qui vivent dans le milieu et qui décrit faune, flore haïtien dans la langue paysanne pour comprendre. On fait un petit bilan, non? Un petit bilan pays sous l'année scolaire là. Qui j'en fait? Eh bien, son bail catastrophique. Les catastrophiques à différents égards. Parce que je pas aucun gens aujourd'hui pour que l'école haïtienne récupère 50 jours perdu ça. Et je pense que ce n'est pas un nouveau calendrier réaménagé, le besoin d'un programme réaménagé. Autrement dit, compte tenu de tout ça, nous dit là, est-ce que par exemple, je ne veux pas prêcher pour un bagage que je me commencé, est-ce que c'est pour une année pour mettre dans main tout élève gouverneur de la Rosée? Est-ce que c'est pour une année pour nous retourner à l'ouali, ça ne pas marcher dans la société, pour prendre connaissance de délire à la vieille, de l'incapacité payée pour nous chita, pour nous jouer sous de l'eau, nous connaissons un seul bras pas caménel. Qui est une grande leçon condition de citoyenneté année ça pour les élèves. Bien sûr, c'est très clair. Il y a toute une approche psychosociale parce que les gens sont traumatisés. L'école ouverte, jeudi et mardi, 7 janvier. Mais qui sont les gens qui apprennent dans situation de stress? Qui sont les gens qui apprennent dans situation et parents eux-mêmes, ils sur le qui-vive, nous ne savons pas côté pays après aller, nous ne savons pas dans quelle direction nous aller, pas grand qui clair au niveau de la classe politique. Donc, non ambiance, non climat comme ça. La police n'a pas fait. Je profite de saluer une unité de la police qui fait un pile travail, qui parle d'un pile travail. Ça, c'est du pôle, qui est police communautaire éducative. Mais la réponse, pas seulement problème de police, c'est pas mettre l'ordre de sécurité dans la rue. Si les parents ou parents paient, si les professeurs ou pas qui est une situation économique désastreuse. Donc ça veut dire que on risque pour l'apprentissage. L'école ouverte, c'est bien, mais l'apprentissage sont l'autre. Je vais m'ajouter, par exemple, est-ce que Timoun, nous enseignons tous les parents, pas mériter un encadrement de l'État sur le plan psychologique, par exemple. Timoun, qui... Mais qui l'État?
Bon, ça nous gagne. Combien de psychologues ont mobilisé? C'est très bien. Moi, je pense qu'il faut penser l'école a blessé. Il faut penser l'école. Alors, justement, là, comment penser l'école? Par exemple, l'homme des Timouns qui est obligé de rester la caille. Je pensais que octobre, moi-même, j'ai plus bel moment dans la vie, c'est lorsque l'école pral ouvrir. Uniforme et autres, ils ont même que moi rencontré. Là, il y a une équipe Timoun qui est obligée de faire 3 mois de la caille. Il y a une équipe Timoun qui a des balles, qui a chanté dans les oreilles tout le temps. Il y a un peu de Timoun qui a respiré gaz lacrymogène dans le moment de manifestation. Il y a un peu de Timoun qui mettait uniforme sur eux, militants, politiques calés, force de retourner à l'école, la caille. Là, est-ce que nous pouvons dire que c'est tout simplement un épiphénomène? Non, c'est symptôme sociétaire qui n'a pas marché, sociétaire bloquée. Toute incapacité à dialoguer, à construire. Et c'est ça qui passe. Parti politique n'a pas fonctionné, ou pas une offre politique côté citoyen qui a avenir, côté au palais, ou pas qu'on quelle élection a fait ou pas, pays n'a pas de budget, ou une société bloquée qui n'a pas marché. Donc tout ça, c'est conséquence de anormalité ça. Et il faut admettre que c'est l'année aujourd'hui. L'école n'a pas qu'à guérir ou ranger tout ça parce que l'île a donné tout le malade peut-être pas. Donc, quelque part, je pense que ça m'a dit, on recule. Et c'est ça, et c'est là son besoin élite qui a manifesté. Ce n'est pas une élite d'argent nécessairement, ce n'est pas une élite intellectuelle nécessairement. Ça m'a donc capacité à réfléchir sur le problème, le rôle universitaire, des universités, à réagir, à proposer, et pour que nous avancions de manière collective. Moi, je dis ça, l'école, c'est pour un calendrier réaménager le besoin de programme réaménager. Autrement dit, là où on a fait intervenir des psychologues, où on appuie pour bailler, et enseignants, et chefs d'établissement, et enseignants, et élèves. C'est pour nous continuer à courir pour l'examen baccalauréat, pour l'examen 9e année fondamentale, comme si rien ne s'était passé. Parce que l'offre au stroke, on n'a pas appris de 12 janvier, dans quelques jours. Et c'est ça qu'on n'a pas crise jusqu'à présent. L'offre au stroke, c'est ça qui passe. On doit lever ou faire comme si rien n'avait pas passé parce que, bon, ou reprendre certaines facultés psychomoteurs et tout ça, et pour continuer. Après, on va retomber encore. Parce qu'on ne peut pas soigner ça qui cause ce truc-là. Eh bien, c'est l'offre stroke ça, c'est ça qui a passé dans le pays après 12 janvier. Parce que nos plaques tectoniques d'ordre social ou d'ordre politique, ou ça qui s'est passé l'autre jour, nous ne pouvons pas faire comme si rien n'avait pas passé, l'école ouverte, tout le monde à l'école, tout le pays a continué à marcher. Non! Ou pas c'est après ça, les gens qui survivent durablement à un stroke, ou pas c'est un moment ça, ou bien le converti, ou bien les rentrer dans lui-même pour la chercher en spiritualité, en connexion, peu importe c'est religieux ou pas, pour que les progresser, les chercher un équilibre émotionnel dans l'autre gens, le pays a besoin de ça, je veux dire. Son stroke, nous sommes là. Différents strokes. On va continuer à marcher n'importe quoi. Il y a un auditeur qui dit, pour qui ça, dans la série de réflexions qu'a faites, ne pas penser tout à permettre à ce que l'école là ouvre en janvier chaque année. Bon, il y a un pays qui gagne l'autre cycle scolaire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est une question d'harmonie. Autrement dit, qui l'a fini. Pour faire, il faut faire plusieurs réformes. Donc, ce n'est pas par année pour y, ce n'est pas compétence pour diplômer les vieux, ce n'est pas crédit. Parce que nous-mêmes, nous calons sur un modèle un petit peu plus européen. Quand l'on finit dans moi, date ou pas le finir, correspond à droite, date universitaire pour venir de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas gagner l'université dans le pays. Pour que, donc, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impensable. C'est même genre l'Université d'État d'Haïti jusqu'à présent. C'est à Paris, je ne sais pas combien qui prend modèle de crédit. Ou qu'à changer le modèle là. Mais ça m'a dit justement réforme, ça m'a dit toute discussion commencer, ça m'a dit me profiter de l'occasion pour me dire, pour me regretter que le Sénat de la République n'a pas voté loi sur modernisation, pas fait débat sur lui, et voté loi sur modernisation enseignement supérieur là, côté en pile dans la question ça est capable de poser et résoudre. Parce que son comité déposé depuis septembre 2014, malheureusement pas voté, et qui pratiquement, tout déficit que nous avons parlé là aujourd'hui, c'est parce qu'on a un déficit de cadre légal qui gérait tout ça n'a pas là. On a un conflit, dernier conflit qui existait entre parents et direction établissement privé. Bon, c'est un problème sérieux. Et c'est un problème sérieux parce que, et tant et aussi longtemps que 80% de l'école là, c'est l'école privée, on a toujours gagné des contrats individuels entre parents et directeurs d'établissement qui basés sur qui ça l'école là dit que la bas élève là, en termes de nombre de jours de scolarisation, en termes de quel type d'apprentissage, son contrat qui gagne, un contrat privé, de droit privé qui gagne entre parents. Même si les écoles sont bien publiques, même si les écoles sont bien collectifs, même si c'est l'État qui t'a supposé bailler toutes les écoles à autorisation pour fonctionner selon un cadre déterminé, à la fin de la journée, son contrat privé entre un directeur de l'école avec un parent
Et c'est ça que fait le ministère a une difficulté pour réagir tout, parce que ces deux parties entendues sont sous ça, il y en a bail, et puis il y a pour différentes raisons qui ne sont pas respectées, ou qui ont une incapacité de respecter ça le proposé, et puis qui ont un tribunal pour traiter ça. Donc, je pense que c'est presque au cas le cas que nous avons essayé de résoudre la situation. Tout ça m'a des règles, tout ça m'a des retourner encore sous 12 mesures, sous permis d'enseigner, sous carte d'identité d'établissement, sous pacte d'éducation pour nous, pacte d'école publique, qui est important, nous ne pouvons pas gérer symptômes. Il faut entrer dans la cause profonde et faire la réforme qu'il faut. Qui est le gros défi et menace qui a pesé sur l'école pour la nouvelle décennie qui vient là? Moi, je pense que pour 10 prochaines années, il faut l'école haïtienne pas une autre mission qu'un espace de formation à la démocratie, un espace de formation à la citoyenneté et troisièmement, un espace qui forme des citoyens qui sont capables de participer dans le progrès scientifique, technologique, dans le monde aujourd'hui. Si je prends 3 domaines, une école de formation à la démocratie, à la citoyenneté, ou une école de formation qui permet aux citoyens d'exceller avec tout talent jeune haïtien, puis capable d'intelligence artificielle, puis capable d'inscrire dans toute modernité le monde aujourd'hui, ça m'a dit. Et pourquoi l'argent, ça m'a dit? Ça m'a dit que nous décidons que c'est ça qui est le problème pays, et que nous allons le faire. Chance a commencé. Nous avons des assises sur la qualité d'éducation, des assises sur l'enseignement supérieur. Que nous prenons bagage ça, nous ne parlons pas commencer à zéro, mais que nous disons aujourd'hui, priorité paysan, c'est éducation. Pas un slogan politique que nous faisons de ça tout bon. Deuxièmement, que nous traduisons dans le budget. Et pas dans le budget parce qu'il y a plus scope, parce qu'on a dépensé mieux dans ça qui est plus important, qui est plus critique, et que il n'est pas seulement arrêté par au prince, et qu'il y atteint le reste pays. C'est ça, moi-même, travail international, moi, fait moi. Laos, Cambodge, Vietnam, dans tout pays éthique de l'Asie du Sud-Est ou du Sud en particulier, ils ont investi massivement, pas l'argent seulement, énergie, temps pour reconstruire le logiciel 2020, le dit Bog de Lens, c'est ça veut dire, reconstruire le pays, et puis à partir de là, c'est là seulement, le pays a mettre ferme mes yeux, nous, il y a 140, 150 députés qui élus tout Paris. Ferme mes yeux, l'on fait éducation tout bon, ou gagne 30 sénateurs qui sont élus, tout capable. Ce n'est pas par chance. Parce que ça qui vient là, c'est normal. C'est niveau reflet paysan, parce que nous n'avons pas de temps pour centre, pour investir dans une vraie éducation et faire réforme qu'il faut. Est-ce que vous pensez qu'Haïti est capable de sortir de situation de ça aujourd'hui? Oui. Côté que toute bagarre mal fonctionné et son seul responsable, c'est l'éducation. Mais quoi? Tellement quoi que année ça mon projet avec plusieurs amis qu'on a lancé qui c'est lycée 2.0 qui c'est mettre dans main tout élève secondaire dans le pays en application gratuite mobile online ou offline sous tout programme et cours tout secondaire nouveau secondaire avec nouveaux cours technologie créole économie et éducation à la citoyenneté qui sont obligatoires aujourd'hui dans nouveau secondaire là pour que nous capables joindre et pas seulement dans l'école, la ville. Et c'est ça l'idée projet. L'école qui n'a commencé par l'école qui est dans une situation plus difficile aujourd'hui. Mais pas l'école côté que Timoun c'est sur le bloc Capchita. Mais s'il y a accès, mais ça m'a d'ailleurs justement, je ne sais pas parce que on follow-up qui te posé mon question, je ne sais pas répondre avant la fin. Émission, ça ministère fait avec FNE, Cobsugo, ainsi de suite. Je voulais répondre à une question. Non, Psugo, je ne vais pas venir par exemple, dans la là. Qui sont quittés comme acquis de Psugo? Est-ce que Psugo disparaît net, ou est-ce qu'il continue là, ou est-ce que vous êtes conscient, ou bien est-ce que vous avez quitté? Oui, je voulais répondre à une question, parce que c'est une interrogation que je pense légitime, et chaque fois que je pose des questions, c'est à chaque fois que je pense qu'il est légitime. Mon souci de transparence pour que les questions ça réponde. La première chose, il est très clair que aujourd'hui, malgré tout effort que le pays a fait, par an, fait environ nous à 90% de taux de scolarisation, ça veut dire que, et ces chiffres internationalement validés, malgré tout, ça veut dire que sur 4 millions, il y a environ 400 000 petits d'âge qui sont à l'école, il y a 400 000 qui vont à l'école. Donc, tout programme que le pays a développé pour assurer que les parents ne sont pas capables, ou que l'État a un moyen de construire plus l'école publique, ou pas qu'à juger que le programme est bon ou pas bon, c'est que les nécessaires constitution dit c'est ça que pour faire, engagement international Haïti signé dit c'est ça que pour faire, il est très clair que c'est pas aucun gouvernement qui a inventé un programme de scolarisation universelle, c'est ça Haïti souscrit, faut le faire.
Maintenant, c'est qui Jean le fait. Ce qui est important, c'est que Jean Mdoulan, ce n'est pas plus l'école pour construire. Et c'était une plus grosse faiblesse programme ça. Et tout le programme de scolarisation qui a commencé avant, nous pas de prendre 100 construire. Ce n'est pas construire plus salle de classe par rapport à tout ça nous dit. C'est déjà enseignant qui matériel qui nous amène, choix curriculaire que nous avons, conversation créole français qui je n'ai pas voté que la société a compris qu'une avancée là-dedans. Parce que même si le ministre prend une décision, ça bien à prendre. Mais si la société n'est pas d'accord, pas quoi, pas email, parce que pas comprendre ni. Nous pas un temps pédagogique de communication autour de ça, il ne peut pas marcher tout, il y a bien blocage. Nous comprenons ça tout. Donc, c'est très clair pour ce sujet ça, c'est que oui, il faut un programme de scolarisation, mais ce n'est pas plus l'école, ce n'est pas plus l'argent, c'est d'abord reconstruire les colonnes. Et c'est, moi-même, le montré du ministère, c'était double défi ça. C'était comment ranger un bagage qui était commencé de manière un petit peu improvisée. Pas parce que le mal pensé, je ne vais pas parler de parce que tu es un professionnel qui t'a réfléchi sur lui, mais le mal très mal implémenté. Tout le programme, nous ne vais pas le retourner sur lui. Paquet de problèmes que j'ai gagnés, me fait ULCC, fait plusieurs titres, fait plusieurs écoles, tout est qu'on histoire, on est dans la presse, on est vénitien, pour me dire les là, parlementaire pratiquement qui hijack une bonne partie dans le programme. Bon, tout ça fait que il n'est pas passé, Jean pour le dépasser. Il dit qu'il y a des directeurs d'école qui sont dans la valise seulement. Tout ça, mais m'inviter public là. Mais combien de monde fait arrêter? Et je connais presque plus que 300 l'école. Je connais de mémoire, il y a 2 ou 3 directeurs de l'école, je songe physiquement qui étaient dans la prison. Rapport ULCC au le ministère de la Justice, mais le ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas lui qui fait suivi. Vous dites 300 l'école au fermé? Oui, tout suite. Et pas ouvert après ça, vous ne connaissez pas? Je ne sais pas. Parce que nous avons réorienté le programme net pour pas un programme de financement de l'école privée encore, pour réorienter vers le public. Nous avons souhaité que la presse songeait en novembre 2015. Le ministère de l'Éducation nationale a fait un rapport sorti 14 documents de 7000 pages. Il ne faut pas oublier ça. 14 documents de 7000 pages qui indiquaient commune par commune, l'école par l'école, qui transfert qui était fait pour chaque école. Ça, c'était le premier rapport qui était sorti. Dans ce sens-là, je connais par la suite. Et sans pile, monde souhaitait que moi-même, je souhaitais tout. À un moment donné, on a un rapport consolidé, pas seulement un rapport au ministère de l'Éducation nationale, PAM, que je produit, Jean Mdoulan, 7000 pages de rapport qui indiquent, qui en ligne sous le ministère de l'Éducation nationale, mais un rapport consolidé Conatel, BRH, ministère de l'Économie et Finances, ministère de l'Éducation nationale, qui consolidé pour une vision plus globale sur ça. Mais ce n'est pas l'argent qui a pas sauvé le système. Bien sûr, il faut batailler contre la corruption, parce que gain dans le système. L'esprit Maniga, 300 écoles fermées en côté ministre. Mais parallèlement, nous avons toujours entendu en pile manifestation faite dans la rue. Est-ce que dans 300 écoles, ça a été responsable de l'école l'école ça bien sûr. Qui était dans la rue, cap Diaba, cap Bandé. Grand pile réforme, de toute façon, pas aucune réforme qu'on a fait dans l'État ça, qui change gangrène avec corruption. D'ailleurs, si vous avez bien passé au mettre suspect, si vous avez tout battu bravo pour vous mettre suspect, vous ne pas marcher. C'est que ou bien chitant dans le système dans c'est clair, il faut déranger. Uniforme unique dérangé parce que le cas au monopole. Et les baccalauréats uniques dérangés parce que le cas en pile monopole. Ou une bonne décision à prendre qui est claire, inscrit par rapport en compte. Mais c'est des bagages qui voient des signaux pour dire que le système n'a pas marché, il faut nous revoir encore. Auditeur qui te pose des questions tout sur qui le ministère gère les fonds Petro-Caribé. Je dis que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas géré aucun fonds Petro-Caribé directement. Parce que toute école qui construit, il y a l'autre ministère qui gère. Ça que nous sommes capables de dire, c'est que il y a un projet en particulier qui est une sous-traitance à travers le FAES, qui est ce projet sous courrier étudiant, que FAES était géré directement. Mais le ministère de l'Éducation nationale, par rapport à l'autre type de ministère, pas gérer le dossier Petro-Caribé. Ceci dit, ça me veut dire. Pas qu'on doit de regard non plus. Bien sûr, il faut qu'on doit de regard. Sur réalisation. Bien sûr, évidemment. Sous réalisation. Écoute, est-ce qu'on a des audits côté fait dans ce sens-là? Bon, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui fait audit, il y a une instance qui peut faire audit pour ça. Non, mais sur recommandation du ministère. Bien sûr, c'est pour ça. Moi-même, personnellement, et l'homme où nous saisit ULCC sous différents dossiers, où sont je me là dans le studio, me parler de rapport, ULCC était bon sous Gomon, sous état des lieux, et Léogane en particulier, et c'est des rapports que nous devons public en particulier par rapport à ça. Moi-même, je pense que, et c'est peut-être, j'aime jouer une leçon pour me bailler personne. Parce que tout le monde qui est responsable de l'État a un devoir de transparence. De pour accepter position
quel que soit l'heure et l'eau, question opposée, on va ni fâcher, ni suspect, c'est répondre. Bail information, faire transparence, expliquer. Parce que, en pile fois, il y a pile monde qui tellement pensé que, et peut-être c'est vrai, ils ont géré suffisamment bien, ils ont offusqué par toute question qui paraît suspecte. Donc, je pense que c'est parce qu'on a une culture de la transparence. Une culture d'audit financier que le mot audit veut dire, c'est comme si on manque de dégâts. On dit, bravo audit, mais c'est logique. C'est auto-audit déjà, ou même peut-être pour faire pour audit pour. Bon, il ne pas dans la culture, non? Eh bien, il n'est pas dans la culture administrative là. C'est pas dégâts, encore. Ni c'est pas parce que suspect ou qu'il faut vous faire. Ça fait partie de la marche normale. Non, mais ça ne dépend de monde qui dit ou les gens disent ou l'IA. Eh bien, non contexte, je dis, côté nous connaît que l'État, malheureusement, ou bien il n'a pas assez de ressources, ou bien il mal utilisé les ressources là, il y a pile corruption vraiment. Donc, tout le monde sur le qui vit a une passion dans le débat qui fait que, en pile fois, il y a souvent pile colère. Et malgré en pile colère, peut-être sans moyens pour aller investiguer réellement, parce que ça prend des professionnels, ça prend des techniciens, ça prend des hommes politiques qui passent instrumentaliser pour que le passé vraiment, non pas seulement en un moment déterminé et en groupe social qui légitimement a demandé compte, mais que le passé dans la culture haïtienne comme administration qui raconte. C'est un plaisir pour nous dans le matin. Nous apprenons en pile, et m'espérer public métropole en tout, apprendre en pile de Nespi Maniga, qui est président, ou élu 2 fois, dit déjà, on a commencé. Oui, c'est ça, 2 fois, partenariat mondial pour l'éducation et actuellement. Alors, président du comité? Du comité de gouvernance, donc il y a 3 gros comités, et avec un conseil d'administration qui gagne la donne pratiquement une vingtaine de pays qui siègent, institutions internationales. Et très bientôt, nous allons passer à l'autre élection pour le président et vice-président. Donc, on verra. Vous êtes très fier de ça? Parce que ça va un gros privilège et opportunité, pas seulement rencontrer des chefs d'État ou des premiers ministres ou des ministres d'éducation à travers le monde, ça permet moi véritablement croiser le regard, ouais, un pilote expérience au niveau de l'éducation. Qui ça Haïti a bénéficié, capable de bénéficier de ça? Depuis 2016. Lorsque le grand petit lit, un petit terre qui occupait un poste si prestigieux sur la scène internationale, on est capable de dire. Bon, je pense que peut-être ces derniers mots, je vais le faire. Je souhaité véritablement que l'année ça, le ministère de l'Éducation nationale finalise le plan sectoriel. Parce que depuis 2016, il y a 16,5 millions de dollars américains qui sont disponibles pour le ministère de l'Éducation nationale. Ça a parlé dans la presse plusieurs fois, le ministre a parlé de ça plusieurs fois, et que seul ça, que effectivement, l'instance internationale va attendre pour vous, c'est plan sectoriel d'éducation à Haïti. Parce que nous avons un PNEF, nous avons un plan opérationnel 2010-2015, qui pour moi-même c'est un plan décennal, qui était supposé finir jusqu'à 2020. Mais puisque le ministère, à un moment donné, tu pensais que tu as pas le refond l'autre plan, donc il a rebalancé bagarre. Donc ce que l'instance a obtenu aujourd'hui, ce que Haïti validé nationalement déjà, autrement dit que le plan validé à l'échelle nationale par les instances politiques. Bon, malheureusement, pas un parlement pour valider le tout. Dans quel secteur a canalisé? Construction d'écoles, formation des maîtres, des professeurs? Belle question. Je pense que c'est le ministère qui t'a supposé non dialogue avec l'ensemble de la société. Ça n'a pas parlé là pour opposer plan ça. Et c'est là, nationalement, nous mettons d'accord sur tout enjeu, ça n'a pas dit là. Sur le rôle de l'école pour le gagner à ce moment-là. Et c'est sous base ça pour l'État même d'accord financier. Moi-même, si je suis parlementaire, c'est sous base au blanc ça pour décider allouer crédit à ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas parce que Banque mondiale, BID ou Partenariat mondial pour l'éducation a un plan pour financer. Payant tout, pareil, tout a supposé qu'on dans quelle direction nous allons aller pour avoir toute discussion de faire là, pour nous connaître les 18 millions, on dit, ou 15 millions? 16,5 millions, qui n'est pas nécessairement plus gros montant par rapport à montant, peut-être où chaque fois m'a posté sur Facebook, on a baillé plusieurs pays, comme l'Éthiopie, comme le Ghana, comme le Rwanda, qui bénéficient de fonds plus importants, de 100 millions, 150 millions de financement, mais à l'intérieur... On va aider comme ça à venir plus vite? Bon, je pense que le ministère qui a bord, qui a fait le travail. Moi, je souhaitais que l'aille plus vite, c'est tout. Mais je pense que ça vient. Nespi Maniga, merci infiniment d'être disponible pour nous matin. Encore une fois, heureuse année, meilleure année, si je me dis comme ça. Meilleure année. Et vraiment, c'était un plaisir pour nous recevoir là, pour nous être au matin. Kemela, et puis bonne chance. Merci, nous même tout. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nespi Maniga était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole.
et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.